Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bonjour, vous êtes effectivement bien en train d'écouter Stéroïdes, le podcast. Je suis bien Stéphane Moïsakis, je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik, ça va ? Salut Steph. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui là ? Aujourd'hui, on va parler de La Nuit des Juges. Attends, La Nuit des Juges, c'est un film stéroïde ça ? Bah ouais, c'est un film stéroïde. Ouais. Ah ok, vas-y, explique. Parce qu'il y a des trafiquants de drogue, ils ont des flingues. C'est vrai ? Ouais. Non, c'est La Nuit des Juges, c'est réalisé par Peter Hyams. Ouais, exactement. Alors moi, Peter Hyams, tu te doutes bien que c'est pas La Nuit des Juges à la base, c'est Time Cop. Pourquoi La Nuit des Juges ? Parce que comment dire, déjà parce que il est sorti en Blu-ray il y a pas très longtemps dans un nouveau transfert. Chez l'atelier d'image. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était l'atelier d'image, exactement. Donc j'ai eu l'occasion de le revoir et au vu de ce qui est devenu, on va dire le cinéma du milieu actuel, je me suis dit mince alors, on était quand même à ce niveau-là en 83 et on trouvait le moyen de se plaindre parce que ça a quand même une relative bonne tenue quoi. Et Hyams, ça a été à l'époque, en tout cas dans les années 80, le réalisateur du milieu, c'est-à-dire il a jamais tutoyé les cimes de l'actionneur qu'un McTiernan va atteindre des années après. Mais il a quand même maintenu un niveau quand même, voilà, que je trouve sensiblement supérieur à celui d'un John Badham, par exemple. Même si on a tendance parfois à les comparer parce qu'ils ont fait pas mal de films de cette trempe-là qui ont un petit peu infusé les années 80, mais qui ont fini par disparaître dans le panorama. Et qu'il ne soit pas limité à un genre donné, puisque donc La Nuit des Juges, c'est un thriller, donc a priori on est dans le thriller judiciaire pur, avec des grandes questions philosophiques sur qu'est-ce que c'est que la justice, hein, parce qu'en gros l'histoire de La Nuit des Juges, c'est le personnage interprété par Michael Douglas, donc qui est un juge, qui commence à avoir de gros doutes sur sa carrière, parce que le système judiciaire américain est conçu entièrement autour de l'idée que c'est à l'accusation d'amener les preuves en fait, et non pas à la personne accusée d'amener les preuves de son innocence. Et au début du film, on a des flics qui tentent d'interpeller un type. Parce qu'il pense qu'il est armé, et le gars se débarrasse pendant la course-poursuite, se débarrasse de son flingue dans une poubelle. Les flics attendent que le camion poubelle arrive pour pouvoir récupérer le pistolet, parce que sinon la poubelle étant la poubelle propriété privée, voilà. Ils n'ont pas de mandat pour la poubelle, donc ils doivent attendre, etc. Bon, et même s'ils ont pris soin de faire ça et qu'entre-temps ils ont perdu le type qu'ils étaient en train de courser, malgré tout, au procès, le gars est relâché parce qu'il y a quand même un vice de forme. Bon. Et c'est toute la journée comme ça pour lui. En fait, il doit sans arrêt relâcher des salopards en sachant très bien qu'ils sont coupables parce que il y a des vices de forme et que la loi américaine est vraiment très très spécifique et rigide là-dessus. Ça commence à lui peser. Voilà, et en fait il est approché par un de ses mentors qui est joué par Al Holbrook, qui en gros lui fait comprendre en gros qu'il y a une espèce de ce qu'ils appellent le titre américain du film, The Star Chamber, voilà, qui est en fait le titre français fonctionne aussi, La Nuit des Juges en fait, c'est-à-dire que la nuit une société secrète qui se retrouve en fait pour distribuer en gros les mises à mort sur la peine de mort. Ça n'est que des juges qui ont tous assisté à la remise en liberté de criminels, de salopards, et qui ont payé le prix, parce que un des criminels qui relâche en fait commet un meurtre en fait, et se retrouve confronté au père de la personne qui est morte, et bon, donc il n'en peut plus quoi. Et il se retrouve avec des gens qui sont tous arrivés à ce point limite en fait, qui ont basculé et qui ont créé donc cette société secrète où entre guillemets ils se font eux-mêmes justice. Après tout, ce sont des juges, et donc ils engagent un tueur à gages en fait pour aller buter ces gens que la justice a relâchés. Et tout est un peu opaque en fait dans ce système-là, puisque en gros ils ne savent pas qui, tout dans leur système ils se démerdent pour ne pas être connectés au meurtre, donc ils ne savent pas qui commet le crime en question. Voilà, mais alors, c'est à ce moment-là en fait où de thriller judiciaire, le film passe à plus ou moins un film vigilante en fait, qui était un peu typique des années 70-80 aussi quoi.
Et alors c'est écrit par un... C'est écrit par Roderick Taylor, Voilà. qui a pas une grosse carrière, mais qui a fait un film que tu aimes bien, donc, qui est le film de Denis Avif. Jordan, Ouais. Avif, avec Jodie Foster, qui est aussi un film bien traversé par des questions justement de c'est de vigilance. l'autojustice Ouais. pure et dure aussi, quoi. C'est pour résumer une version féminine de Death Wish, quoi, de Justicier dans la ville avec Bronson. Si ce n'est que c'est Foster en fait qui cherche à venger en descendant dans la rue avec un flingue en fait ceux qui ont tué son petit ami. Maintenant le truc, alors c'est aussi réécrit par Peter Hyams. Ouais, c'est coécrit, oui, tout à fait. Qui a aussi encore une autre casquette sur le film, comme c'était un peu son habitude à Oui. cette époque-là, et même qu'il a persévéré sur cette idée, c'est qu'il est aussi chef opérateur. Oui, et pas n'importe quel chef opérateur, puisque justement, c'est un des trucs qu'on ne lui a pas forcément reconnu à Peter Hyams. Il est un de ceux qui a le plus fait pour libérer un peu la caméra dans le cinéma hollywoodien. Et là, notamment, La Nuit des Juges commence donc par une poursuite à pied entre ces flics et ce gars qui va leur échapper, qui est filmé en Steadicam. Donc en 83, c'est pas encore complètement la norme de filmer de cette façon-là. Et il se donne des difficultés, puisque l'idée, c'est que dans cette poursuite à pied, en fait, il traverse carrément des baraques. En fait, il passe par des endroits totalement impossibles, il monte sur des grilles, et le caméraman les suit vraiment partout. Ça donne, je trouve, un punch qui encore aujourd'hui à cette séquence qu'on ne retrouvera pas avant Point Break de Catherine Bigelow dans les années 90. Il n'y a que elle, à mes yeux, qui a dépassé la nervosité de cette scène de poursuite à pied qu'on a au début de La Nuit des Juges. C'était pas la première fois qu'il essayait ça, parce que avant que le Steadicam soit mis au point, il avait tenté des tas d'autres. Et apparemment, ça l'a obsédé dans sa carrière. Je veux filmer des mecs qui courent en courant aussi. Dans son film Les Casseurs de Gang, donc Bustin en anglais, on avait déjà des poursuites à pied comme ça, où la caméra filait à toute berzingue dans les couloirs, etc. Et un de ses films les plus connus, c'est le film de SF Outland, avec Sean Connery. Et il y a pareil une séquence entière de poursuites à pied à travers la station spatiale, là aussi en Steadicam, où il passe par des couloirs sans fin, à ras du sol, etc. Alors, ce qui est marrant en fait avec Peter Hyams, c'est peut-être préciser ça, c'est que les réalisateurs qui sont aussi chefs opérateurs, indépendamment du fait qu'ils ne pourraient ne pas avoir forcément ces attributs-là, ces qualités-là, en fait, le savoir-faire en tout cas, sont assez rares en fait à Hollywood, et pour une raison très simple, c'est que tout est segmenté, compartimenté par les syndicats. Donc lui-même a eu déjà ce problème-là sur D'ailleurs, je crois sur ce film-là, en fait, où en gros, le premier chef opérateur qui avait été, qui est peut-être même d'ailleurs, aussi crédité, en fait, était un peu mis sur la touche du fait que Peter Hyams mettait un peu les mains dans le cambouis et cherchait vraiment à travailler sa lumière, quoi. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et d'ailleurs, après, depuis, je crois, si je dis pas de bêtises, Peter Hyams, qui a un fils qui s'appelle John Hyams, qui a notamment réalisé quelques séries B dans les années 2010. Je crois qu'il a été chef opérateur pour son fils aussi sur certains titres, voilà. Mais il était aussi chef opérateur sur les films qui ont suivi, notamment si on reste dans le domaine du cinéma d'action, il y a Time Cop, Sudden Death, voilà, c'est Mort Subite, les films qu'il a tournés avec Van Damme dans les années c'est ça, dans 94-95. Alors moi, le truc avec ce qui m'a surpris en revoyant La Nuit des Juges, puisque pareil, tu m'as dit tiens, on parle pas assez de Peter Hyams, je me suis dit tiens, pourquoi il me dit ça. C'est vrai qu'en fait, je lui avais oublié aussi cette maîtrise du suspense, c'est-à-dire vraiment en fait du langage du suspense, qui c'est pas Hitchcock évidemment, mais qui avait quand même une maîtrise que tu te retrouves pas finalement dans pas mal de films des années 80 qui ont cherché à jouer en fait avec les codes du thriller. Je pense, certes, c'est plus comique qu'autre chose, mais des films comme Cluedo, je me rappelle Jonathan Lynn, en termes de mise en scène, ça colle pas du tout, ça fonctionne pas. Lui, il avait quand même ce souci en fait d'essayer d'impliquer le spectateur dans la mécanique du suspense en fait pour le mettre en gros à la place du personnage de Michael Douglas. En fait, quand lui se retrouve par exemple dans une séquence où il manque de se faire agresser, voilà, c'est relativement efficace dans la façon de faire. Moi, ce qui est marrant, c'est que quand tu parles de cette
cette maîtrise de la caméra et cette idée d'essayer de rendre les choses dynamiques. En fait, il me fait penser en moins talentueux et en moins percutant, je trouve, mais un peu à Tony Scott dans sa façon en fait de composer des cadres en fait en 2 dimensions. C'est-à-dire que souvent en fait chez Peter Hyams, en fait, on retrouve une espèce de, et là il y en a plein en fait dans La Nuit des Juges, de raccord dans l'axe en fait, qui est une manière en fait de vraiment de recentrer sur une information en gardant le même cadre, le même axe. Et ça, il le fait tout bon dans ses films plus tard. Il en surabuse de jump cut et tout ça. Par exemple ouais, je pense à des séquences comme ça qui me viennent en tête de Time Cop, encore une fois. Et c'est marrant parce que c'est marrant de se dire que lui-même en fait s'impose un espèce de cadre qu'il essaye finalement, en fait, parce que je pense que c'est sa façon de réfléchir, sa façon de composer vraiment le cadre, l'action, et d'essayer en fait de se sortir de ce cadre en fait qui est le sien, quoi, qui s'est auto-imposé. C'est ça qui est assez marrant, parce que ça démontre des fois voilà, comme tu le disais dans Outland, c'est un film qui finalement est assez classique dans sa facture, dans sa façon d'être fait, mais qui est un film des années 80. Avec une idée, moi je trouve presque typique de ce que le cinéma d'action des années 80 pouvait devenir, de science-fiction, mais qui en fait a une facture quand même, pas 70s, mais en tout cas classique, tu vois, vraiment propre, quoi. Et je sais pas si tu t'étais fait poser. Moi, je me rappelle que je m'étais posé cette question-là à une époque avec Peter Hyams en disant c'est un peu le Tony Scott du pauvre. Pas vraiment pas du pauvre, stylistiquement parlant, ouais. mais en fait, quand je dis du pauvre, c'est plus en fait dans. Finalement, le fait d'avoir moins d'impact, moins de dynamisme, en fait, que Tony Scott, il arrive il arrive à la fin de la décennie 80. Hein, donc là, Hyams, il fait la transition avec les 70s. En termes de filmage, il a préparé le terrain pour Tony Scott. Ce que tu dis est intéressant sur ces cadres, et c'est pas des jump cuts, mais c'est sa façon de resserrer dans l'axe, cadre, tout ça. clairement. Il y a toujours quelque chose d'un peu claustrophobe chez lui, et de toute façon, il met en scène des personnages qui sont coincés dans leur environnement. Dans Outland, c'est évidemment explicite, parce qu'ils peuvent pas, ils sont pas sur Terre, donc ils peuvent pas sortir de cette Mort usine. subite aussi. Voilà. Et là, dans La Nuit des Juges, que ce soit dans les scènes à son boulot à la cour de justice, ou que ce soit dans le final, dans cette espèce d'entrepôt qui va faire école pour le coup, parce que cet entrepôt, on le voyait pas tellement dans les années 70, mais alors après La Nuit des Juges et dans le milieu des années 80, il va devenir quasiment le lieu obligé de passage du héros dans le danger. Avec une lumière à la fin. Oui. Voilà, pas près. Attends, il y a quand même Les Prédateurs qui étaient sortis la même année, quoi. Oui. Avec une esthétique quand même similaire, très voilà. Et puis surtout, c'est Ridley et Tony. Venaient de la pub, ils ont fait de la pub, ils ont utilisé et surutilisé ce type de filtre, enfin les ventilos à travers lesquels la lumière filtre. Exactement. Mais c'est d'ailleurs ce qui date La Nuit des Juges, quoi. Tu vois vraiment que tu es dans les 80s parce qu'il y a ces effets de lumière. Mais encore de manière efficace, je trouve, là, en la partie du film, je trouve, qui marche le moins bien. C'est-à-dire toute la partie où justement on passe un petit peu dans l'actionneur, puisqu'en gros, à un moment donné, le personnage va se retrouver dans une merde noire et va devoir s'en sortir, quoi. Ça, c'est la deuxième partie de l'intrigue, se démêler de cette société secrète dans laquelle il s'est fourvoyé. Et là, ça devient un peu un actionneur. Et je pense que si le film avait été fait dans les années 70, il n'y aurait pas eu cette deuxième partie. Là, c'est plus une réponse au cinéma d'exploitation des années 80 qui veut que le film se termine comme ça. Mais j'ai l'impression, moi, de voir une répétition d'un truc qu'on va voir 50 000 fois dans les années suivantes, en fait, sur tout ce final qui met en scène, en fait, des dealers de drogue dans un entrepôt qu'ils ont transformé en usine, quoi, et où le personnage se retrouve pris au piège, en fait, avec puis là, ça devient un vrai actionneur dans le sens où, en gros, il se retrouve dans une course avec du gaz, il jette un truc, ça fait péter l'immeuble. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez. Voilà. Il y a aussi ce truc. Alors moi, quand je pensais à l'idée que peut-être quelqu'un comme Peter Hyams est assez explicite dans sa façon de cadrer, assez pas, en fait, limité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'utilise pas forcément tous les outils du langage cinématographique, c'est que aussi même dans sa façon de présenter certains éléments du récit, certaines informations, il surexplicite. Par exemple, la scène dont tu parlais, en fait, où on t'explique très clairement comment fonctionne le système judiciaire américain et comment eux peuvent faire une perquisition en détournant en fait la loi.
Et enfin, en la remettant à leur avantage, on n'a pas le droit de fouiller la poubelle parce que c'est une propriété privée de la personne qui habite ici. Mais par contre, on peut fouiller le camion poubelle parce que c'est une propriété de l'État. Qui est un bien public. Techniquement, c'est le flic qui l'explique à l'autre flic, alors qu'en fait, les deux flics sont censés le savoir. Oui, bien sûr. Donc, d'un seul coup, tu te retrouves avec beaucoup force de dialogue appuyé, si tu veux, qui, pour moi, démontre un petit peu, des fois, son fonctionnement presque... voilà. Alors, aujourd'hui, ça manque tellement dans le cinéma, quelque part. Oui, que, mais voilà. là, pour le coup, c'est nécessaire, parce que je connais beaucoup de gens, je connais peu de gens qui auraient compris si ça n'avait pas été dit dans cette scène-là. Pour avoir revu le film avec quelqu'un, la personne à côté de moi, à ce moment-là du film, c'est... Quoi, hein? Elle comprend pas pourquoi les mecs fouillent pas la poubelle, quoi, si tu veux. Donc il faut qu'il y ait un personnage qui explique pourquoi on fouille pas la poubelle. Non, ce que je trouve aussi intéressant dans le film, c'est ce qu'il va faire de Michael Douglas, parce qu'on est au début des années 80. Il a déjà eu un succès avec comment ça s'appelait le film avec Jane Fonda, non, c'est pas le Mr. Silkwood, non, c'est le syndrome chinois. Le syndrome chinois, oui, c'est ça. Mais il s'est pas encore trouvé une identité bien à lui. Et là, le personnage qu'il interprète, en fait, est un personnage qui est a priori sympathique, c'est-à-dire puisqu'on a largement le temps de comprendre son problème moral au début du film, qui nous fait accepter qu'il devienne pas si moral que ça, et ça va paver la voie de tous ces personnages un peu amoureux qu'il va faire par la suite. Liaison fatale, que ce soit Chorus Line, Liaison fatale, etc. Basic Instinct. Et donc j'ai l'impression aussi dans La Nuit des Juges de voir la naissance de ce personnage de Michael Douglas qui va porter pendant toutes les années 80, en fait. Oui, il y a un peu de ça. Après, voilà, en tout cas, pour repréciser un peu ce que je disais, disons que dans l'écriture, en fait, ce que je veux dire, qu'on explicite cette séquence, c'est une chose, mais qu'en fait, ça soit un flic qui l'explique à un autre flic, alors qu'ils sont tous les deux censés connaître la loi, c'est là où je trouvais l'écriture pas très fine. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez amusant avec le film en soi, c'est qu'on peut plus ou moins dire que c'est un plaidoyer contre la peine de mort, déguisé en film d'action, en thriller, comment dire... En tout cas, un film qui, après nous avoir confronté à un sentiment d'injustice, parce qu'on trouve que c'est dégueulasse de laisser sortir des criminels comme ça. Tout est axé dans cette direction-là, tu peux pas aller dans un autre sens, quoi. J'en raconte pas trop, mais il y a un moment dans le film où on bascule. C'est-à-dire, on se dit, ah oui, peut-être que ce système existe en l'état parce qu'il y a de bonnes raisons, en fait, quoi. Donc voilà, c'est une joyeuse c'est une bonne petite redécouverte. Le Blu-ray est d'assez bonne facture. Et c'est un film dont j'avais gardé un souvenir très embrumé, en fait, qui pour moi... j'avais même gardé un souvenir assez négatif. Dans mon souvenir, c'était pas GG, quoi. C'était beaucoup moins bien qu'Outland. Voilà, mais c'est vrai qu'à leur voyure, en fait, il y a des qualités, force est de reconnaître qu'il y a des qualités, en fait, qu'on retrouve littéralement dans parce que ce cinéma, justement, ce cinéma on va dire, de middle quality n'existe plus. Donc Non, et puis même dans la fabrication de thrillers, on va dire, un peu cossu, c'est-à-dire un peu... voilà. Moi, j'ai le souvenir que c'était quand même un genre très à la mode dans les années 90 et début des années 2000. Et en fait, à part éventuellement Basic Instinct ou ce genre de choses, c'est quand même très difficile de trouver des films de se rappeler de films de qualité. Enfin, Michael Douglas, un de ses derniers thrillers comme ça, c'était un film qui s'appelait Pas un mot, Don't Say a Word. C'était une catastrophe. Enfin, c'était inintéressant. C'est vraiment devenu un genre à papa, quoi, en fait. Et mine de rien, à la revoyure, un film comme La Nuit des Juges, c'est pas automatiquement ça, quoi. Ça reste quand même d'une bonne facture, et surtout d'une manière d'impliquer quand même le spectateur à travers quand même le langage du thriller qui est assez efficace, quoi. Enfin, c'est un film efficace. Voilà. Pour terminer, tu m'as quand même sorti ça. Il me dit, on ne parle pas assez de Peter Hyams, quoi. Donc en fait, après ces films-là, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu retiendrais, toi Qu'est-ce que je retiendrais de Peter Hyams après ces films? Alors c'est vrai qu'après, ça devient plus compliqué. Moi je trouve qu'il y a 2010 qui a toujours souffert de la comparaison avec le 2001 de Kubrick, mais si on oublie complètement qu'il existe un film de Stanley Kubrick, en fait, en tant que film de SF, c'est pas trop mal, quoi. Alors c'est pas, moi j'aime beaucoup Interstellar, par exemple, de Chris Nolan, et j'ai retrouvé dans Interstellar des trucs que j'avais déjà eu dans 2010. Cette idée vraiment de voyage dans l'espace, entre guillemets naturaliste, en fait, réaliste, quoi. Je trouve ça plutôt agréablement fait. Et il y a un film de lui qui est absolument pas connu, pour cause il est même pas sorti en France,
à l'époque, pour lequel j'ai une affection un peu perverse. C'est un film qui s'appelle Stay Tuned, qui date de 92, qui est sorti directement en vidéo sous le titre... Comment ça s'appelait en français? Je sais même plus. Bon, c'est un titre débile, passons. Qui est l'histoire d'une famille qui se retrouve prise au piège de la télévision du diable, qui est jouée par Jeffrey Jones, donc le meilleur acteur du monde. Attention, tu frises le... Et en fait, donc la télévision du diable, en fait, basiquement, il revisite tous les programmes de la télévision américaine, mais version diabolique. Et franchement... J'aime bien ce film, quoi. Il est complètement fantaisiste et les gags sont complètement débiles et pas drôles, mais justement le fait qu'il soit pas drôle me fait plutôt marrer. Oui, parce que le problème quand même avec Peter M, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui a une grosse capacité à faire des films comiques, quoi. Oui. Il n'est pas connu pour ça, quoi. Mais il avait réalisé d'ailleurs un buddy movie aussi dans les années 80, de flics à Chicago, c'est pas lui? Oui, c'est ça. En celui-là, je préfère Running Scared. Comment ça? Je préfère l'oublier, celui-ci. Non, il a fait Presidio qui avait plutôt bien marché, que j'aimais pas beaucoup. Ça, c'est pas bon non plus. Il avait fait un remake du Narrow Margin de Richard Fleischer, pareil, que je trouvais pas réussi non plus. Donc toi, t'aimes bien Time Cop parce que c'est toi, quoi. Parce que c'est Jean-Claude. Et par contre, c'est à la fin des années 90 où ça devient cataclysmique, pour ne pas parler de la fin des temps avec Schwarzenegger et ce genre de très mauvais souvenirs. The Relic, tu te souviens de The Relic? Relic, ouais, je m'en souviens. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans un podcast Steroid, Raph? Mais non, mais c'est clair que voilà, c'est devenu c'est ce qu'on retient aussi. C'est un peu le problème en fait de ces réalisateurs aussi comme ça qui alors bon, là, je vais citer quelqu'un qui est un peu plus, comment dire... Attends, parce que juste une chose... Ah non, bon, pardon. T'allais me faire une... Non, parce que je voulais retrouver le titre français de Stay Tuned. Ça m'énerve de pas mais je vois ce que c'est en plus. Mais alors, en fait, Télémaniacs. Non, c'est pas ça. C'est possible. Il me semble que c'était... Voilà, le titre français, c'était Télémaniacs. Mais non, le truc que j'allais dire, c'est que ce qui est un peu terrible, c'est que c'est vrai qu'il est devenu un peu le réalisateur servile... des gros bras, quoi, à la fin des années 90, quoi. Et je pense qu'en fait, une partie de sa carrière qui, dans l'esprit des cinéphiles actuels, en fait, repose sur l'idée en fait de cette fin de carrière, quoi. Comme un peu, tu vois, quelqu'un comme Richard Fleischer qui enchaînait des trucs comme Conan Destructeur. Fleischer, oui. Alors qu'en fait, il a fait les Vikings. On en parlera de Fleischer, parce que dans le genre réalisateur de premier plan qui est aujourd'hui... dont les gens se remémorent uniquement des aides qu'il a fait en fin de carrière, il faut le rétablir. Ouais. Donc Télémaniacs, précision, en fait, l'affection que j'ai pour Télémaniacs, à l'époque, en 92, j'étais un gros fan des Simpsons, qui venait de démarrer en France 2 ans avant, quoi. Et ça me faisait beaucoup penser à du Simpson Live, en fait. Cette famille perdue dans ces programmes télé variés. Il y avait un humour simpsonesque, en fait. Voilà. Ok. Bon, La Nuit des Juges, donc disponible chez l'Atelier d'Images, en Blu-ray. Voilà, merci Raph. Merci Steph. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram. On me dit qu'il faut préciser qu'on peut nous suivre sur Instagram aussi, sur Facebook, donc Capture Mag. Steroid, c'est un podcast en fait qui est affilié à Capture Mag puisque c'est nous. Vous pouvez aussi donc nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Capture Mag aussi. Voilà, on n'est pas très difficile à trouver en vrai. Et pour voir nos épisodes vidéo sur Steroids, en fait, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Merci à tous.